deuxième intervenant est Éric Loridon. Éric Loridon est un officier supérieur, alpin puis alate. Il a une double compétence. À toi. Mon général, mesdames, messieurs, juste avant de commencer mon exposé, je voudrais vous dire que ce n'est pas sans une certaine émotion que je reviens dans cet amphithéâtre, puisqu'il y a encore 3 ans, j'étais en uniforme, assis sur un des sièges que vous occupez aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir que de revenir dans la maison. Donc, Jean-Michel Lebec m'a demandé de vous présenter mon parcours professionnel, et bien sûr en insistant sur la partie reconversion. J'ai accepté, bien entendu. Mon propos donc vise à vous expliquer le cheminement intellectuel qui m'a fait passer du statut d'officier pilote hélicoptère de combat au poste que j'occupe aujourd'hui, à savoir directeur des ressources humaines d'un groupe du bâtiment. Donc, je le ferai en 2 parties. Dans un premier temps, je vais vous faire l'exposé brief de ma carrière, le cheminement effectivement intellectuel de ma réflexion et comment ensuite j'ai pu rebondir, et les enseignements, bien entendu, dans une deuxième partie que je retiens de mon expérience. Donc, comme cela vous a été dit en introduction, donc je suis officier, origine EMIA, après avoir fait un contrat d'ORSA, donc candidat libre au EMIA, et j'ai intégré très vite l'ALAT, donc un stage de pilote de combat à Dax. Ensuite, une mutation au 3e RHC à Étain. Ça, c'est le temps de chef de patrouille. Ensuite, un temps de commandement au 5e RHC à Pau, suivi d'une affectation au 6e RHC à Compiègne, dans le bureau des ressources humaines, qui a son importance. Et ensuite, une affectation à l'EMAT, bureau planification des ressources humaines, là où j'ai en fait terminé ma carrière. Donc, si je fais une synthèse de mon parcours militaire, on notera une phase opérationnelle qui est liée à mon statut de pilote d'hélicoptère, et ensuite une deuxième phase, état-major, avec une consonance beaucoup plus orientée vers les ressources humaines. Bon, ceci m'amène donc à 43 ans, lieutenant-colonel, et là, vous commencez à réfléchir sur l'avenir de votre carrière. Alors, j'avais 2 compétences à faire valoir. La première, c'était pilote hélicoptère, compétence qui également existe dans le civil. Et puis, vous avez une deuxième compétence, c'est les ressources humaines. Particularité de la ressource humaine, c'est qu'elle est spécifiquement militaire. Donc, quand on commence à réfléchir, on se dit que pilote hélicoptère, plus vous montez en grade et moins vous avez de chances de toucher le manche de l'hélicoptère, ce qui me semble assez normal. En revanche, pilote hélicoptère dans le civil, quelle est l'employabilité ? Quand j'y réfléchissais, je me suis renseigné et on m'a clairement dit qu'il y avait à l'époque 800 pilotes civils au chômage. Je me dis, bon, voyons au niveau des ressources humaines sur le plan militaire. Bon, vous savez que dans l'armée, il y a quand même le culte du diplôme. Je n'étais pas breveté, donc j'avais des perspectives relativement limitées, ce dont j'étais parfaitement conscient. En revanche, spécialiste RH dans le civil, pourquoi pas, sauf que le problème, c'est que pour aller dans le civil, en particulier dans le privé, eh bien, si vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez aucune chance de pouvoir rebondir. Et j'en étais pleinement conscient. On ne mène pas une négociation salariale ou une négociation avec les syndicats si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Donc, un besoin fort de compétences qui fait que je me suis décidé à suivre une formation en ressources humaines. Alors, quand je dis suivre une formation en ressources humaines, c'est un engagement totalement personnel, puisque je l'ai fait en plus de mon travail à l'EMAT. Donc, ça commence par un concours d'entrée à l'IAE Paris 1 Sorbonne. Donc, pour vous donner un chiffre, c'était 50 places, 400 candidats. Une formation de 2 ans, bien entendu, formation continue professionnelle, cours du soir, plus un samedi par mois. C'est la réussite de tous les modules, plus la soutenance du mémoire, qui vous fait obtenir donc votre Master 2. Donc, c'était DESS à l'époque, ça s'appelle aujourd'hui un Master 2. Donc, au final, 3 années d'investissement personnel, 6 500 € que vous mettez de votre poche pour pouvoir obtenir l'objectif que vous êtes fixé. Bon, vous imaginez bien que cet investissement, vous voulez le rentabiliser, et là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais de cet investissement ? Alors, j'ai très vite réfléchi que sur le plan militaire, c'était un diplôme, malheureusement, qui ne serait pas reconnu. Donc, j'ai eu la chance, de par mon réseau, de pouvoir rebondir avec ce diplôme et de faire valoir ma formation et mon expérience militaire au sein d'une entreprise. Alors, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que quand vous arrivez à un entretien de recrutement
Quand on vous met dans les mains d'un cabinet spécialisé en recrutement qui vous juge sur l'heure et demie que vous passez avec eux ou sur la demi-journée de test, de batterie de test qu'on vous fait passer, et qui à la fin vous sort en vous disant écoutez, vous êtes un très bon profil, mais vous manquez totalement d'expérience pour le poste que vous souhaitez. J'ai eu la chance d'avoir un président du groupe qui m'a dit « Je suis conscient de vos faiblesses, mais c'est un challenge que je m'impose, je vous donne votre chance. Vous avez des choses à faire valoir, c'est à vous de me prouver que j'ai eu raison de vous faire confiance. » Et c'est grâce donc, à cette personne que j'ai obtenu le poste de directeur des ressources humaines d'un groupe du bâtiment dont je vous ai mis grosso modo le profil. Donc c'est un groupe qui est composé de 4 sociétés, vous voyez, spécialisées dans le bâtiment, gros œuvres, avec donc une agence sur Compiègne, une agence dans le Nord, une agence sur Paris et également une société en Bretagne. Bon, 40 millions de chiffre d'affaires, 350 salariés. Voilà le cheminement, si vous voulez, de mon parcours qui m'a fait passer donc d'un statut à un autre. Alors, un exemple ne prouve rien, sinon qu'il existe. On sera tous d'accord là-dessus. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même certaines choses qu'il faut retenir. En tout cas, moi, j'ai retenu que pour réussir sa reconversion, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une grande motivation. Alors, pourquoi une grande motivation ? Parce que c'est une décision difficile à prendre. Quitter l'institution, c'est un vrai challenge. Pourquoi c'est un vrai challenge ? Parce que vous n'avez pas de billet retour. Quand vous décidez et vous signez votre démission ou votre mise à la retraite, vous ne pourrez pas revenir. Donc, il ne faut pas se tromper. C'est une remise en question personnelle, c'est un véritable défi d'autant plus important que vous avez des risques d'échec. Alors, on peut en parler d'autant plus facilement aujourd'hui qu'avec la crise économique que l'on vit actuellement, je peux vous assurer que dans le privé, les places sont chères. Les places sont chères, et comme le principal critère dans le privé, c'est la compétence, celui qui n'a pas la compétence au moment où on a besoin de lui, c'est le premier qui est sur le strapontin. Donc ça, il faut le savoir avant de s'en aller. Deuxième enseignement, c'est la faculté d'adaptation. Là aussi, on rentre dans un monde totalement nouveau. L'univers du monde privé a ses propres règles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la rigueur n'est pas toujours la qualité première du monde privé. Alors ça, je peux vous dire que ça, au début, ça vous, entre guillemets, ça vous pique un peu les yeux. Le management, comme ils disent dans le privé, c'est pas le commandement. Alors, au début, vous avez été habitué pendant 26 ans à exécuter les ordres qu'on vous donnait, et tout d'un coup, vous avez un cheminement intellectuel qui vous impose parfois de ne pas exécuter les ordres qu'on vous donne. C'est pas toujours facile à faire. Troisième temps, c'est un changement culturel. Pourquoi changement culturel ? Parce que le leitmotiv que vous retrouvez tout de suite quand vous intégrez une entreprise ou une société quelconque, c'est la recherche du profit. Alors autant jusqu'à présent, on avait toujours travaillé pour les 3 couleurs du drapeau français dans le ciel bleu azur, autant dès que vous avez quitté l'uniforme, on vous dit c'est chiffre d'affaires, c'est profit recherché, c'est rentabilité à outrance, c'est diminution des frais généraux, c'est diminution de la masse salariale, etc., etc., etc. Donc une approche totalement différente. Bon, bien entendu, l'esprit de camaraderie qui fait la force des armées, vous essayez de le rechercher, vous avez un peu de mal. Donc il faut le savoir. Bon, alors je ne dis pas qu'il n'existe pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je dis que vous vous sentez un peu seul. Autant pendant toute votre carrière, on vous a accompagné, il y a des gens qui s'occupent de vous, il y a un trésorier, il y a un bureau des ressources humaines, il y a une DRHAT, on s'occupe de votre carrière. Autant là, tout d'un coup, vous êtes seul face à vous-même, et puis vous faites votre propre cheminement. Donc pas toujours facile. Alors, en termes d'enseignement, je terminerai là-dessus. Avant de quitter l'institution, il faut mener une réflexion profonde sur la définition du projet professionnel. Donc ça passe par des bilans de compétences. Alors, bilan de compétences, ce n'est pas forcément un cabinet spécialisé. Si je suis mon exemple, le bilan de compétences, je me le suis fait moi-même. Vous êtes capable de savoir ce que vous valez, à vous de faire en sorte de vous vendre le mieux possible. Vous pouvez identifier des besoins de formation. C'était mon cas. J'ai estimé que je n'étais pas suffisamment compétent pour prendre un poste dans le privé de directeur des ressources humaines. Je me suis débrouillé pour trouver une formation qui puisse me donner les compétences qui me manquaient.
Également, ne pas hésiter à faire une étude de marché. Ça ne sert à rien de s'embarquer dans un secteur d'activité qui est, je dirais, pas obsolète, mais qui est très très mal engagé. Bon, aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité sur lesquels il ne faut pas aller. Donc ça, il vaut mieux l'étudier auparavant. Deuxièmement, une préparation adaptée au monde du privé. Alors là aussi, l'entrée dans le monde du privé, ça commence simplement par le recrutement. Le recrutement, ça veut dire quoi? Ça veut dire CV, ça veut dire lettre de motivation, ça veut dire entretien de recrutement. Quand vous arrivez devant un recruteur et que la question qu'il vous pose, c'est quelles est, selon vous, vos prétentions salariales au niveau annuel, en package de rémunération, vous êtes un peu sec si vous n'avez pas étudié le problème avant. Pour l'avoir vécu, je peux vous le dire, c'est un langage dont on n'a pas l'habitude. Nous, on n'a jamais négocié notre salaire, sauf si ça a changé depuis que j'ai quitté, mais je ne crois pas. Donc, tout d'un coup, c'est une nouvelle culture, et là, il faut l'avoir prévu au préalable. Donc là, il faut se former sur ce genre d'entretien. De la même manière qu'un CV, on ne refait pas, je dirais, le curriculum vitae de sa carrière militaire. Le DRH ne le lira même pas. Donc, il y a un certain nombre d'ailleurs de mes camarades qui sont venus me voir et que je coach tout à fait bénévolement pour essayer de leur donner le maximum de chances de pouvoir rebondir au sein d'un entretien de recrutement. Bon, deuxième temps aussi, préparation, c'est également essayer, entre guillemets, de se démilitariser. Il faut arriver à faire un effort d'adaptation pour se dire je ne suis plus dans l'institution avec ses règles, qui font d'ailleurs toute la valeur de l'institution, je suis dans le monde du privé avec ses propres règles. Donc il faut s'adapter à ce nouveau milieu. Pas toujours facile, plus facile à dire qu'à faire. L'entreprise a ses usages, l'entreprise a son réseau d'influence, l'entreprise a son état d'esprit qui lui est propre. Enfin, une reconversion réussie, c'est forcément un réseau dense de professionnels. Alors les réseaux, ça peut être via Internet, il y a Viadeo qui marche très bien. Ça peut être par des associations. Moi, je m'étais à titre personnel inscrit à l'Association nationale des DRH, association qui regroupe tous les acteurs de la ressource humaine. Vous pouvez faire appel à des cabinets spécialisés. Entourez-vous du maximum de professionnels et montez un réseau, parce que le réseau vous permettra ensuite de rebondir. Voilà. Donc, si j'avais les 2 mots de la fin, je vous dirais accompagnement et réseau sont vos chances de réussite de pouvoir réussir votre conversion. Je vous remercie de votre attention.